Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le coin de Marseille et là en Camargue, un petit peu plus vers Arles, pour un séjour que je passe ici en tant qu'ambassadeur Sony. Le but de ce déplacement à la base, c'était de nous rencontrer entre ambassadeurs Sony. C'est des événements qu'on a un petit peu tous les ans pour pouvoir fédérer l'équipe des ambassadeurs, la team ambassadeur, mieux nous connaître, parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne croise pas souvent, faire des activités ensemble et puis partager nos projets, nos expériences. On a aussi accès à du matériel qu'on peut tester pour un petit peu mieux apprivoiser certaines optiques qu'on n'a peut-être pas, certains boîtiers qu'on n'a peut-être pas entre les mains. Donc c'est une formidable occasion de rencontrer des gens, créer des liens, tester du matériel et puis aujourd'hui pouvoir vous partager ça aussi sur YouTube. J'ai envie de vous présenter les ambassadeurs qui sont présents pour un petit peu aiguiser votre curiosité et vous donner envie peut-être de voir leur travail, parce que je pense que ça vaut le détour. Et puis aussi de vous parler de certaines nouveautés, puisque j'étais pas au courant avant de venir, mais effectivement, il y a eu quelques petites annonces. Vraiment, j'étais pas au courant. Et donc c'est une vidéo très Sony, donc si ça vous dérange, désolé, mais là c'est full Sony, je suis invité ici, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais vu que je suis invité et qu'il y a du matériel à vous présenter, je vais vous le présenter ce matériel. Alors dans cette vidéo, que ce soit clair, je vais pas vous dire si le boîtier est bon, mauvais, s'il est réactif, si la qualité d'image est au rendez-vous, etc. etc. Vous en jugerez par vous-même en voyant les images, puisque de mon côté, je l'ai entre les mains que depuis une demi-heure, à partir du moment où j'ai commencé à filmer cette vidéo, donc ça fait vraiment pas longtemps. Et là, je passe du temps à filmer ces voix pour vous décrire le produit, mais j'ai pas encore pu shooter avec. Donc c'est très important quand même que je le souligne, j'ai pas encore pu prendre le temps de shooter avec. Je vais surtout vous présenter le boîtier, ses caractéristiques et ses promesses. Après, je vous invite bien sûr à regarder un petit peu les contenus qui seront publiés à gauche à droite par des confrères et vous faire votre propre avis. Là, je vais surtout vous décrire le boîtier, ses caractéristiques pour vous donner une idée de ce qu'il y a à retenir sur le boîtier. Bonjour, moi c'est Adrienne. Surprenant, je suis photographe, photojournaliste, membre de l'agence MIOP. Donc je travaille beaucoup sur des problématiques environnementales et sociales, donc notamment sur le changement climatique sur le continent africain, que ce soit des problématiques sociales en France, j'ai couvert la guerre en Ukraine et un peu tout ce qui se passe dans le monde, voilà. Et tes clients, du coup, c'est des médias, c'est la presse. Ouais. Je fais quand même des expos souvent pour sortir aussi l'image de la pure image de presse, parce que la presse quotidienne, en fait, on l'utilise une journée, ensuite c'est vu une fois et c'est oublié. Donc l'idée, c'est quand même d'aussi montrer ces images-là dans d'autres contextes ensuite. Tu peux nous parler brièvement, parce que du coup, ça fait un autre sujet, ça. Tu peux nous parler brièvement de l'expo ? Ouais, donc du coup, les 22 photographes de mon agence, on s'est mis ensemble et on a eu comme partenaire Amnesty International et Sony. Qui nous ont permis en fait de monter une grosse exposition sur le manifeste, donc à la fois le droit de manifester et à la fois ce qui nous pousse à nous engager et à avoir envie de manifester. Donc il y a toute une partie de l'exposition qui est composée de rencontres avec des individus qui ont été engagés et qu'ils soient anonymes ou qu'ils soient vraiment connus pour leur engagement. Et ensuite, il y a une autre partie qui est le cri de la foule, cette espèce d'énergie de la manifestation, du moment où toutes ces colères individuelles deviennent un grand mouvement commun vers un engagement et un désir de changement. Donc c'est une expo qui est dans le IN de Arles, qui va être là pendant 2 mois, tout l'été 2023. Et puis venez quoi. Ouais, c'est ça, il faut aller la voir. Trop cool, t'as été super efficace. Bon, merci beaucoup. Alors là, ça vous a permis quand même, sur ce petit passage, d'entendre le micro dont je vous parle tout à l'heure, dans un mode qui vous permet d'enregistrer à la fois la voix qui vient de devant, mais aussi de derrière. Si vous êtes dans un contexte comme ça d'interview, vous m'avez entendu moi, vous l'avez entendu elle, et normalement, vous n'avez pas trop entendu la moto qui est passée. Elle était un peu derrière toi quand même, donc ils ont peut-être dû l'entendre quand même pas mal. On est un peu dans une réserve, mais en tout cas, voilà, vous avez déjà une petite info sur ce micro. Il permet quand même d'entendre ce qui se passe derrière lui, devant lui, et de minimiser ce qui se passe sur les côtés. Ouais. Oui, c'est pas mal ça. Alors, la 6700, donc on va faire simple, efficace, c'est le successeur de la 6600, mais qui va intégrer dans cette gamme APS-C de chez Sony pas mal de choses qui viennent de l'univers des pleins formats. Déjà, on a un boîtier plus grand, plus robuste, qui tient mieux en main avec un plus grand grip, qui est un peu plus épais, un peu plus lourd, et qui va nous donner un petit peu plus confiance. Donc on a un boîtier qui se rapproche de l'ergonomie d'un plein format. C'est pas l'ergonomie d'un plein format, mais ça s'en rapproche. On a ici un viseur qui nous permet donc de mieux nous concentrer sur notre sujet. Viseur qui est sur le côté, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas ça nous permet quand même d'avoir le visage dégagé et de garder un œil sur son sujet plus facilement, d'être un peu plus détaché dans sa pratique, détaché du côté technique et plus peut-être axé sur le sujet. Donc
c'est bon à prendre. De toute façon, un viseur, je trouve ça quasiment indispensable. Surtout ici, par exemple, pour faire de l'animalier avec, là j'ai quoi? J'ai un 70-350. C'est pas une nouvelle optique, mais c'est une belle optique pour débuter en animalier, par exemple, ou en sport, puisqu'on a un équivalent 500-550 mm, quelque chose comme ça. Bref, donc l'ergonomie se rapproche de ce qu'on peut avoir sur un plein format, à la différence près, bien sûr, donc d'avoir ici un plus petit viseur. On a un seul slot SD et non pas CF Express, mais forcément on est sur des boîtiers moins chers. On a ici l'apparition d'une molette à l'avant sous l'index qui est beaucoup plus pratique que d'utiliser la molette à l'arrière. Donc ça c'est une belle évolution et c'est bien que Sony ait écouté les utilisateurs mécontents de la gamme A6000 qui pestaient un petit peu par rapport à l'ergonomie de ce type de boîtier. Et là on a une belle évolution, donc on a une molette à l'arrière, une molette sous le pouce, à l'avant et une à l'arrière sous le pouce. On a aussi l'écran articulé, voilà, dans tous les sens, donc qui commence à être classique un petit peu partout. Donc heureusement qu'il est présent. Après voilà, on reste sur des petits boutons, mais qui font quand même plus quali que sur d'autres boîtiers de la gamme A6000. Et on a aussi l'apparition des différents modes, donc ça aussi ça devient un peu une habitude sur les derniers boîtiers Sony. Donc mode photo, mode vidéo, mode SNQ, et pour chaque mode, donc on passe d'un mode à l'autre très facilement ici à l'arrière du boîtier, et pour chaque mode on va avoir accès à 3 pré-réglages, donc ça fait en tout 9 pré-réglages. C'est comme ça que je bosse sur la 7 IV par exemple, j'ai différents pré-réglages que je sois en photo, vidéo ou SNQ. Donc SNQ pour rappel, ça vous permet de faire soit des ralentis, soit des timelapse par exemple. Voilà un petit peu pour les innovations extérieures. Les batteries, on est toujours sur les grosses batteries Sony, donc ce qui permet d'avoir un max d'autonomie. Ça maintenant c'est aussi indispensable. Et puis évidemment, vu qu'on est quand même sur un boîtier APS-C plus petit, plus compact qu'un plein format et qu'une FX30, on va faire le lien avec l'FX30 après. On est ici sur un petit port HDMI. Il est où le HDMI? Il est en bas. Je n'ai pas besoin de vous le montrer, vous avez compris. On est sur un micro HDMI ici. Un jack casque, un jack micro. Et on parlera micro du coup de nouveau un petit peu plus tard, et puis un USB-C sur le côté. Voilà en gros pour l'extérieur du boîtier, évidemment un port sur le dessus pour mettre un micro ou des accessoires, et puis on est bon pour l'extérieur. Changeons de spot pour la suite. Je m'appelle Nicolas, je suis plus connu sur Insta sous le nom de Le Petit Français, et ma spécialité c'est que je fais du lifestyle, donc je fais plein de choses, mais je parle surtout de montres, de voitures et de voyages, que je fais beaucoup. Et après, de manière générale, de la mode, de la high-tech, pas mal de photos. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque tu as notamment, alors du coup, on s'éloigne du on en a beaucoup parlé pendant ce séjour du sujet photo, mais tu as rénové une Porsche, une vieille Porsche. Exactement, j'ai passé 6 mois au garage à retaper entièrement une vieille Porsche et maintenant je roule avec depuis un peu plus de 2 ans. C'est un régal. Voilà, donc je ne peux que conseiller de faire la même chose. Donc ouais, qui a travaillé essentiellement photo, mais enfin non pas essentiellement photo, tu fais aussi de la vidéo, mais beaucoup Instagram, donc Reels, donc des problématiques un petit peu différentes. Des problématiques complètement différentes parce que format très court, toujours des cuts, beaucoup de cuts, des plans de photos et de vidéos toujours hyper courts, c'est 1 seconde grand maximum. Une réflexion autour de la rétention, de la beauté de l'image, mais aussi, de la rétention derrière aussi. Et puis surtout des problématiques d'Insta, donc réaliser quand même beaucoup de contenu avec le téléphone toujours, même si je préfère l'appareil photo, il faut aussi faire avec le téléphone pour que ça marche bien. Ouais. Voilà, faut savoir mixer les deux pour que ça reste joli. Cool, bah, je te remercie. Avec grand plaisir. C'est le capteur de la FX30, donc c'est un 26 millions de pixels, APS-C je l'ai dit, qui va reprendre les caractéristiques de la FX30, donc c'est un capteur empilé, qui va être bon en basse luminosité, et qui va pouvoir vous permettre de filmer, alors il y a de la photo bien sûr, 26 millions de pixels, donc ça c'est super intéressant pour ceux qui aiment la photo, parce que c'est vraiment un boîtier qui s'adresse à la fois aux passionnés de photo, mais aussi de vidéo, donc aux gens qui aiment bien switcher entre les deux. Donc 26 millions de pixels, ça c'est parfait. Et on va donc aussi pouvoir filmer de façon super qualitative ici, puisqu'on va avoir de l'Ultra HD, de la 4K Ultra HD, jusqu'à 120 images par seconde. Donc avec du log, donc tous les profils log que vous voulez, hein, donc S-Log3, S-Gamut 3, Ciné, etc. Donc on va les retrouver ici avec donc la même qualité d'image, puisqu'on a exactement le même capteur. Donc ça, pour les gens qui veulent filmer, zéro frustration à ce niveau-là, surtout qu'on va aussi reprendre des fonctionnalités vlog de la gamme vlog de chez Sony. On va reprendre des fonctionnalités comme par exemple l'autocrop pour pouvoir cadrer automatiquement votre sujet. On va reprendre aussi en termes de technologie d'autofocus toute la technologie qui équipe le R5, donc le boîtier très haut de gamme photo. Ici, on va reprendre toute son intelligence artificielle pour faire de la détection, non plus juste d'œil, de tête, etc. Enfin, ça va le faire, mais ça va surtout détecter la forme d'un corps humain, d'une voiture, etc., etc., pour pouvoir mieux détecter, par exemple, la position de la tête, l'orientation des épaules, où sont les yeux, etc., etc. Autofocus, donc je l'ai dit, sur la tête, sur les yeux, sur les animaux, sur les insectes, sur les véhicules, donc voitures, avions, enfin bref, vous avez
toutes ces possibilités-là dans ce boîtier. Et toute la réactivité aussi que ça apporte en termes d'autofocus en photo et en vidéo. Je m'appelle Mathieu Forget, alias ForgetMat, et je suis un artiste en mouvement. Mon art, c'est de capturer mon corps dans les airs et pour créer un moment un petit peu poétique et surréaliste. Voilà. Et je vais changer de mode de micro parce qu'il y a du bruit derrière. Regarde, hop, attention. Et je vais la refaire, c'est ça? Non, tu vas pas la refaire, tu vas continuer et ça va me permettre que les gens entendent que d'un coup on entend un peu moins ce qui se passe derrière. Donc on va moins m'entendre, mais on va mieux t'entendre. Tout mon univers, c'est vraiment autour du mouvement et notamment la lévitation. J'ai commencé à faire des photos et des vidéos dans lesquelles je me jetais dans les airs et créer un peu cette identité de l'homme volant. Donc aujourd'hui sur mon Instagram, sur mes réseaux sociaux, vous allez vraiment voir tout ce travail autour de la gravité, de la lévitation, de tout ça. J'associe ça beaucoup à la mode et notamment autour du sport aussi, parce que je suis ambassadeur de Paris 2024 et je prépare toute une nouvelle série de photos ainsi que des expositions autour du sport et de la danse et de la mode. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir continuer ce projet jusqu'à Paris 2024. Là, théoriquement, sur la deuxième partie, il y a toujours plein de gens quand même qui parlent derrière. Vous les avez beaucoup moins entendus que sur la première partie de l'interview. Normalement, puisque comme dit, moi j'ai pas de casque pour monitorer, donc c'est les promesses de Sony là, hein, c'est pas moi. Donc là, il y a plein de gens qui font pas attention, qui parlent. J'espère que ça a bien fonctionné. Alors, pour finir la présentation du boîtier, je vais essayer de vous expliquer comment je le situe dans la gamme et comment Sony le situe dans la gamme aussi, mais je vais vous donner mon propre avis par rapport à ça. On est donc dans la gamme APS-C, donc on est dans des boîtiers intermédiaires qui sont censés être orientés vers les amateurs passionnés, on est tous amateurs et tous passionnés, mais vous voyez ce que je veux dire. Les semi-professionnels qui vont vouloir évoluer vers un statut professionnel et qui vont vouloir faire de la vraie prestation, puisqu'on a toutes les compétences là-dedans pour faire de la vraie presta autant en photo qu'en vidéo. On a peut-être juste un viseur un peu petit pour certaines situations. Mais voilà, on a quand même un boîtier qui est orienté haut de gamme dans la gamme APS-C, puisqu'on est donc sur le remplaçant de la 6600. On est sur un tarif de 1700 € boîtier nu. Il faut pouvoir se permettre de mettre 1700 € dans un boîtier et surtout il faut avoir l'envie de mettre 1700 € dans un boîtier. C'est quand même qu'on a une démarche assez évoluer, pousser dans notre pratique photo ou vidéo. Donc c'est vraiment un boîtier de passionné, de semi-pro ou de pro en boîtier B, je l'imagine très bien aussi en boîtier B, hein, en parallèle ça pourrait être une FX30 le boîtier B, pour l'instant j'utilise une FX30, hein, vous le savez depuis à peu près un an j'utilise la FX30 depuis sa sortie. Alors si vous demandez qu'est-ce qui différencie maintenant cet A6700 de la FX30 ou du ZVE10 par exemple qui est sorti il n'y a pas longtemps, on est sur un boîtier. Alors déjà, le ZVE10 n'est pas orienté photo. On est sur 12 millions de pixels, on est sur du plein format, là on est sur de l'APS-C, 26 millions de pixels, et on est sur d'autres technos de capteurs. Donc là, on va avoir une techno de capteur qui va être moins rapide que ce qu'il y a en termes de taux de rafraîchissement de l'image, qui est moins rapide que ce qu'il y a sur le ZVE10 et donc pas aussi sur la 7S3, puisque le capteur du ZVE10 c'est le capteur de la 7S3, qui va être bien meilleur pour la basse luminosité, à 12800 ISO notamment, hein, qui est pratiquement comme un dual ISO. C'est pas officiel, mais c'est un petit peu comme ça c'est un peu le ressenti qu'on a. Ici, on va être moins bon qu'un ZVE10, par exemple, en basse lumière. Pas la même techno de capteur qui justifie effectivement un écart de prix assez conséquent. C'est vraiment une technologie qui coûte beaucoup plus cher, la techno qu'il y a dans un ZVE10 ou un A7S3. Et par rapport à la FX30 est vraiment orientée cinéma. Donc par exemple, vous allez pouvoir faire avoir quelques petites fonctionnalités ou quelques petites options très orientées prod et production, on va dire ça comme ça. Vous avez sur la FX30 un vrai port HDMI et non pas un micro ou un mini. Vous avez un double slot, vous avez de la CF Express, vous avez un rig intégré, vous avez un boîtier qui est ventilé donc qui chauffera moins. Là j'ai pas pu tester, il y a quand même du vent, on est en fin de journée, il n'y a plus beaucoup de soleil, donc la surchauffe j'ai clairement pas la tester dans cette vidéo. Et bien sûr, par exemple, vous n'avez pas des fonctions comme l'intégration de vos propres luttes à l'intérieur. Ça c'est plus dédié à la partie cinéma. Donc ça fait beaucoup de produits, hein, c'est vrai, chez Sony il y a quand même énormément de produits maintenant qui sont disponibles avec parfois une segmentation de la gamme qui n'est pas très très claire. Il y a beaucoup d'innovations qui arrivent et du coup on a des boîtiers récents qui arrivent avec pas mal de choses qu'on aimerait voir sur des boîtiers plus anciens. Parfois c'est pas possible d'un point de vue hardware, parfois ça pourrait se faire via une mise à jour, mais il y a quand même une segmentation qui est faite dans la gamme qui est parfois un peu qui suscite un peu d'incompréhension parfois et je comprends tout à fait. Mais ça moi j'y peux rien. Et je suis comme vous. Je crois que j'ai totalement oublié de vous dire, là je viens d'y penser en essayant de le régler, puisque encore une fois je l'ai à peine en main depuis quelques dizaines de minutes, donc je suis en train de le paramétrer un petit peu. Il y a les nouveaux menus là-dessus, voilà. Donc il n'y avait pas de nouveaux menus pour l'instant sur les A6000. Donc là les nouveaux menus Sonic sont beaucoup plus clairs et puis un petit peu l'écran qu'on retrouve sur le ZVE10 ici à l'arrière tactile avec plein de raccourcis sur des fonctionnalités. Ça c'est cool. Donc
belle évolution à ce niveau-là aussi. Excusez-moi, j'ai trouvé une espèce en voie de disparition. On appelle ça un photographe de plateau. Oui, bonjour, nous nous sommes déjà vus sur cette chaîne YouTube. Oui, vous êtes donc photographe de plateau. Oui. Alors, les gens qui ne sont pas assidus n'ont peut-être pas vu la dernière vidéo. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Et pourquoi ils n'ont pas vu cette dernière vidéo? C'est pas bien. Je ne le sais Abonnez-vous, pas. cliquez en bas, suivez. Il faut être dans l'actualité un petit peu. Donc je suis Christophe Brachet, je suis photographe de plateau sur les plateaux de cinéma. C'était efficace, Et c'était ben, moi rapide. je suis efficace parce qu'en ce moment on dit il faut être efficace. Bon, je parle trop donc là j'ai décidé d'être super efficace dans cette vidéo. Voilà. Voilà, donc allez, c'était quoi? Allez voir la vidéo qui est Donc, sortie allez sur voir- la chaîne il y a quelques Allez jours, voir la il y a vidéo. quelques semaines. Ceux qui n'ont pas vu, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas vu cette vidéo parce que tous les voyants étaient ouverts pour que vous alliez la voir. Pourquoi vous ne la voyez pas? Vous allez apprendre plein de choses sur la photographie de plateau parce que j'en suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est que la photo de plateau. C'est quand même un métier Et assez c'est spécifique. un métier incroyable. Vous allez apprendre des choses sur les acteurs, sur les tournages, sur les backstage, sur les affiches de cinéma, sur comment est-ce que le cinéma fonctionne pour communiquer sur des photos. C'est quand même très intéressant tout ça, non? Je pense qu'il est fait pour être youtubeur, non? En tout cas, Et j'arrête tout d'ailleurs. Je pense que j'arrête la photo de plateau Il a- pour devenir youtubeur. Et toi, public, je vais te faire des vidéos, tu vas surkiffer. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on essaiera de faire un format plus long que ce qu'on a fait il y a quelques semaines, parce que c'était quand même assez rapide juste Oui. avant ton exposition, avant le vernissage de l'expo. On essaiera un jour de faire un format plus long, on ne sait pas trop comment, mais voilà, on en a parlé. Donc, soit sur un tournage, il y a des possibilités, c'est pas toujours évident en termes d'autorisation, soit un podcast. Enfin, voilà, on a parlé de certains formats pour pouvoir vous faire découvrir son métier et tous les secrets de ce métier de façon un petit peu plus développée que ce qu'on a fait il y a quelques semaines. Mais du coup, la vidéo est dans une fiche. Tu l'as pas dit ça? C'est dans une Ah, fiche. c'est dans une fiche. C'est Alors, ça qu'il faut je ne dire. sais pas le terme technique, mais je vais m'améliorer. Donc la vidéo est dans une fiche. Et maintenant, il faut que tu montes le bon coin de l'écran. Alors normalement, vous pouvez cliquer dans ce coin-là. Je crois que tu es du bon côté. Et je pense que je suis de mon côté. Au cas où, pour rassurer, je dis sinon ce coin-là ou ce coin-ci. Allez, on continue. Je crois qu'il faut qu'on rejoigne le bus, il faut qu'on se dépêche. L'annonce suivante, c'est le nouveau 70-200 f4. Regardez la taille de l'optique. J'ai pas forcément des mains immenses. La première fois que je l'ai vu, l'optique, ça m'a vraiment interpellé. On va dire qu'il est tout petit, mais en tout cas, sa taille est vachement attirante pour toutes les personnes qui souhaitent voyager léger avec un petit sac à dos ou comme moi par exemple en van, avoir quelque chose de compact, du coup relativement discret avec une qualité d'image qui a été améliorée par rapport à la version 1, vous en doutez, un meilleur piqué, on nous promet aussi forcément plus de réactivité. Bref, on a une amélioration globale des performances et de la qualité de l'optique tout en cherchant à optimiser aussi la taille et le poids de l'optique. Donc on est sur un gabarit plus petit que la première version et un peu plus légère. Alors en termes de taille, quand même, c'est important de le noter, la première version a un système de zoom intégré, donc en gros quand vous changez de focale, que vous passez 70 à 200, il n'y a pas de variation de la taille de l'optique. Là, sur cette nouvelle version, on a une variation de la taille. Donc lorsque l'optique est zoomée à 200 mm, on est plus grand que la version 1. Par contre, une fois qu'elle est rangée à 70 mm, on est plus petit que la version 1. Donc vraiment un format très transportable comme je vous l'ai dit. Alors ça, c'est dû à plusieurs choses. Déjà, cette optique, c'est surtout dû à une chose, cette optique devient une optique macro maintenant. Et c'est pas juste de la proxy qu'on peut faire ici, c'est de la vraie macro avec un rapport de 1,5 qu'on peut faire. Et en plus, on peut lui foutre maintenant, et ça c'est une nouveauté aussi, un téléconvertisseur OQ, donc x1,4 ou x2, et c'est des téléconvertisseurs chez Sony qui sont très qualitatifs en termes d'optique, de qualité de verre. Donc on a effectivement de toute façon une perte de diaph, mais par contre on ne perd pas beaucoup en piqué et c'est vraiment exploitable. Enfin en tout cas c'est ce que Laurent Baheux m'a dit. Attention, moi je ne l'ai pas testé, mais Laurent Baheux, je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Donc voilà, donc on retrouve tout ce qu'on attend d'une optique pro sur celle-ci, avec les différents modes, les différents boutons ici dont on a besoin. La bague forcément qui permet de changer l'orientation du boîtier sur un trépied photo en général. Et puis voilà, on est sur un petit format qui me séduit beaucoup. Donc là, je vais pas pouvoir la tester. Plus que ça, il faut que je la rende. Mais d'ici quelques semaines, peut-être que je l'aurai en prêt. Et dans ce cas-là, je pourrais peut-être m'amuser avec, en vadrouille avec le van et sortir quelques images. Mais le format, en tout cas, me botte beaucoup. Ah, il faut parler du prix. On a là-dedans les moteurs XZ de chez Sony, donc qui sont rapides, qui sont silencieux. Donc on a toute la techno que Sony sait faire pour ce type d'optique pour avoir des performances optimales. On est sur un budget de 2000 €. Donc 2000 €, c'est même la tranche assez haute en termes de budget pour ce type d'optique. C'était vraiment, j'imaginais pas l'optique plus chère. Donc 2000 €, on est vraiment sur une optique qui va commencer un petit peu à coûter cher, mais qui a de belles promesses. Moi, le format, j'en reviens pas. Je suis vraiment fan de ce format.
Je m'appelle Alexis Rosenfeld, je suis photographe, explorateur et mon métier c'est d'aller sous la mer. Depuis 3 ans, je porte un programme qui s'appelle One Ocean, qui est devenu une fondation, la fondation One Ocean, qui est sous l'égide du CNRS et qui est portée avec l'UNESCO, la Maison de l'Humanité. Le sens premier, c'est vraiment la protection de l'océan et d'offrir un autre regard sur l'océan. Et mieux le comprendre, c'est mieux le protéger. Et on utilise plein de choses incroyables et surtout la partie photographique qui est mon métier, de dire qu'aujourd'hui avec cette photographie, cette qualité d'appareil, cette nouvelle technologie, on peut aller photographier ce qu'on ne pouvait pas photographier avant. C'est comme pour la plongée, avec les recycleurs, ces petites usines qu'on a dans le dos et qui nous permettent de rester plus longtemps, d'avoir plus chaud, d'être plus en sécurité et surtout d'aller plus profond. On essaiera de travailler ensemble sur ces projets pour vous partager ça dans des formats un petit peu plus longs. Comme Christophe et comme les autres ambassadeurs que je vous ai présentés dans cette vidéo, il y a peut-être des formats qui arriveront avec plus d'immersion dans leur métier, dans leur passion, parce que je pense que c'est super intéressant dans des formats plus longs et surtout dédiés pour aller plus en profondeur dans les projets. Et on va t'amener sous l'eau. Ouais, j'ai déjà fait, mais il faut que je me réconcilie de nouveau avec la plongée, mais ce ne sera pas un souci. On a une petite musique. Bon, suite de la vidéo. Merci Alexis. Merci. À bientôt. Au revoir. Donc Delphine et Maxime, tous les deux on a créé Entre deux pôles, qui est donc notre nom, notre compte commun sur Instagram et aussi notre entreprise. On est freelance tous les deux en photo et en vidéo. Et on fait essentiellement des photos voyage, aventure, outdoor, montagne. Et on travaille pas mal pour des marques outdoor et des destinations touristiques en France. Comment elle est rodée. Ah, t'as vu? J'avais jamais pu faire ça. T'as quelque chose à rajouter? C'est très bien, juste que Delphine c'est plus sa partie photo et écriture et moi plus sa partie vidéo, son, tout ça, colorimétrie. Ok, trop cool. Voilà. Merci. Je crois que c'est un endroit parfait pour tester le nouveau micro. Donc on est sur une techno de cellules qui va nous permettre de capter, il y a 4 cellules sur le micro. Ces 4 cellules vont permettre de détecter la provenance des sons et de filtrer les sons qui viennent de certains côtés. Donc là la nouveauté c'est que les 4 cellules sont en losange, donc on va pouvoir filtrer les sons aussi qui viennent de droite et de gauche. Avant on avait juste la filtration de ce qui venait de devant ou de derrière, et on avait essentiellement donc, soit un mode omnidirectionnel, soit un mode cardioïde et un autre un peu plus cardioïde, voilà. Mais on n'avait pas la possibilité d'écouter uniquement ce qui se passe derrière le micro ou d'écouter, ne pas écouter ce qui se passe à droite et à gauche. Donc là je vais vous montrer un petit peu, là vous entendez tout ce qu'il y a autour de moi, c'est un gros bordel, donc j'aurais peut-être dû faire mes explications autrement. J'ai changé de mode. Donc là j'ai changé de mode, vous devriez entendre uniquement en fait ce qui se passe à l'arrière du boîtier et donc beaucoup moins ce qu'il y a devant. Donc ça me permet de vous parler et d'être moins dérangé par tous les bruits des voitures et de ce qui se passe devant moi. Voilà, théoriquement ça devrait être comme ça. Alors je vais vous mettre sur ce muret, vous voyez que derrière il y a beaucoup de voitures, pas mal de bruit. Là-bas il y a les employés de la ville qui passent le Karcher, donc ça fait pas mal de bruit. Et déjà là en fait vous devriez entendre pratiquement que moi et moins ce qu'il y a devant. Mais attendez, je vais vous montrer le bruit qu'il y a devant quand même. Ok, donc là je suis repassé en cardioïde arrière et je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques du micro, mais vous vous rendez compte un petit peu du bruit qu'il y avait là-bas. Donc là vous entendez uniquement ma voix et normalement pas du tout, quasiment, enfin beaucoup moins ce qu'il y a derrière. C'est pas du tout, mais en tout cas c'est vachement focus sur ma voix, on est sur un mode hypercardioïde. En tout il y a 8 modes sur ce nouveau micro. Vous avez un mode hypercardioïde, donc vraiment concentré sur un endroit très précis, un mode un peu moins cardioïde, donc un peu plus permissif, plus large, un troisième mode cardioïde, donc encore plus large. Ensuite vous avez un mode omnidirectionnel, un mode cardioïde arrière, donc qui se concentre uniquement sur l'arrière et qui élimine les bruits qui viennent de devant. Ensuite vous avez un mode cardioïde avant et arrière, donc qui élimine les bruits de droite et de gauche, donc pour pouvoir faire une petite interview comme on a pu faire. Et ensuite vous avez un mode aussi, il y en reste 2, ensuite vous avez un mode cardioïde avant-arrière, mais qui va séparer la voix de devant et la voix de derrière dans 2 pistes, enfin dans la piste droite et gauche. Là il y a beaucoup de bruit derrière, je ne sais pas ce que ça donne, j'espère que vous m'entendez bien. Donc il va séparer une voix de l'autre. Bien sûr, on va entendre un petit peu la voix de la personne de devant sur la piste de la personne de derrière, mais ce sera minimisé et ça vous permettra de mieux monitorer, de mieux gérer votre son en post-traitement. Et ensuite, vous avez un dernier mode stéréo qui va vous permettre du coup d'enregistrer en stéréo et de diffuser en stéréo. Et ça, c'est aussi très cool. Donc vraiment beaucoup d'avancées sur ce micro. Perso, je suis hyper séduit. Je veux ce micro pour remplacer mon ECM BRM. Là, il va vraiment m'apporter quelque chose. C'est l'horreur le bruit qu'il y a derrière. Il va vraiment m'apporter quelque chose dans mes productions et va vraiment me permettre de
travailler mes interviews, notamment sur la chaîne Escape. On va faire de l'immersion, on va aller à la rencontre des gens, de la spontanéité. Et donc je vais pouvoir discuter avec eux de façon simple et être sûr d'avoir du bon son et en éliminant tout ce qui est à droite et à gauche par exemple. Vraiment une très belle avancée ce micro. Moi c'est Michael Peralta. Mon travail c'est de faire de la photographie outdoor. Alors qu'est-ce que la photographie outdoor? C'est en gros, j'essaie de partir à l'aventure. Pour le moment ça se situe beaucoup dans les pays du Nord. Il fait froid, il y a de la glace, de la neige. C'est un peu mon univers, le visuel que je montre en ce moment. Et ce que je propose c'est d'accompagner des marques donc de textiles outdoor dans des paysages comme cela pour faire des collections. Voilà, à venir pour des marques. C'est l'essentiel de mon travail et également maintenant je fais du workshop. Des voyages photos, si ça vous tente. Vous pouvez partir avec Mika faire des voyages photos. Voilà. Il y a des voyages en Suisse, sur des îles comme Madère et il y aura les Féroé. Une petite exclue. Ah bah voilà. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. C'est les Féroé. Si ça vous intéresse, allez voir sur son Insta, je pense qu'on trouve toutes les infos et vous pouvez vous faire des voyages photos avec Mika.